Bienvenue donc dans cette salle de cinéma aux Aldudes pour la fête du Quintoa, l'obtention de l'AOC Quintoa, 2 jours de fête magnifiques et une partie de réflexion avec 2 conférences ce matin. Et on va commencer avec cette première conférence sur les bienfaits du gras pour les qualités gustatives et nutritionnelles des viandes et produits carnés, et bien sûr en s'appuyant sur l'exemple du Quintoa. Alors, 2 invités autour de cette table. On va donner d'abord la parole à Bénédicte Lebray, qui est scientifique à l'INRA en Bretagne, et qui travaille plus particulièrement sur les modes d'élevage des porcs et la conséquence sur la qualité de la viande. Donc, on va lui donner bientôt la parole. Et puis, à côté de moi, vous avez dû reconnaître Perico Legas, qui est rédacteur en chef de Marianne, mais aussi journaliste et faisant une émission sur la chaîne parlementaire du Sénat qui s'appelle « Manger, c'est voter ». Alors, est-ce qu'on va voter pour le gras du Quintoa? On le saura bientôt. Donc, on va donner la parole d'abord à Bénédicte parce que cette thématique nous interroge. Est-ce que le gras du Quintoa est vraiment bon pour la santé? Est-ce qu'il faut qu'on continue à en manger ou est-ce qu'il faut qu'on en mange davantage? C'est ça? Alors, vous allez nous expliquer peut-être un peu plus précisément ce que vous faites et dans quel cadre vous avez fait cette recherche sur le gras du Quintoa. D'accord, très bien. Donc, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. C'est bon, vous entendez là? Ouais. Bonjour, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je remercie la filière basque de m'avoir invité à participer à cette fête de l'AOC. C'est aussi un grand honneur de venir pour parler des travaux qu'on a conduits ensemble avec la filière il y a quelques années. Donc moi, je suis donc Bénédicte Lebray, comme on vient de vous le dire, je travaille à l'INRA. Donc, je travaille en Bretagne, donc en Ille-et-Vilaine, à Saint-Gilles, à côté de Rennes. Et donc l'INRA de Saint-Gilles travaille aussi fortement avec ACO-Campus, qui est une école d'ingénieurs. Donc on travaille fortement en association enseignement supérieur et recherche. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'INRA, dans cette station INRA? Donc on s'appelle Pégase. Ça veut dire physiologie, environnement et génétique pour l'animal et les systèmes d'élevage. Donc en fait on mène des recherches sur la biologie animale et les systèmes d'élevage pour améliorer la durabilité de l'élevage dans toutes ses dimensions sociétales, environnementales, économiques. Et évidemment, dedans est inclus la qualité. Donc la durabilité de l'élevage et des productions, porcines et aussi vaches laitières. Et donc on est à peu près 120 personnes, scientifiques, techniciens, administratifs. On a des laboratoires d'analyse, mais aussi des installations expérimentales en porc. Donc on est un élevage naisseur-engraisseur. On a également un abattoir qui permet de faire des mesures de qualité sur les carcasses et sur les viandes, et également des consommations des produits. Donc c'est important pour nous. Et puis on a également des installations en vaches laitières. Alors pourquoi on a souhaité aujourd'hui évoquer le gras et la qualité des produits, donc l'association entre les deux. Alors d'abord, j'ai pensé vous représenter un petit peu rapidement qu'est-ce que c'est que le gras chez le porc, où est-ce qu'on le trouve et comment il est constitué, de quoi il est composé. Après, on pourra parler de quel est le rôle du gras sur les qualités des viandes et des produits, notamment porcins, les qualités gustatives, donc quand on consomme le produit, mais également les qualités nutritionnelles. Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour notre santé? Et puis, comment on peut le faire varier, la quantité et la qualité du gras dans les viandes et les produits. Donc, on va voir rapidement les facteurs liés à l'animal et à son mode d'élevage. Et puis, bien sûr, on prendra en exemple l'exemple du Quintoa. Donc, c'est des travaux qu'on a réalisés il y a quelques années avec la filière basque, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que le gras? D'abord, où est-ce qu'on le trouve? Chez le porc, on va le trouver principalement à 4 endroits différents. D'abord, au niveau sous-cutané, donc ce qu'on appelle la bardière, donc le gras dorsal. Au niveau interne, c'est la panne. Et ces 2 gras sont utilisés donc en transformation, soit directement maintenus sur les produits, comme par exemple le gras du jambon, ou alors utilisés en transformation pour des produits entiers ou divisés. On a aussi du gras entre les muscles. Donc, par exemple, ici, vous avez le gras du jambon au milieu, enfin,
le gras situé entre les muscles du jambon, et puis le gras intramusculaire, qui est ce qu'on appelle le persillé, et qui est dans la viande. Et c'est celui-là qui va être particulièrement important pour la qualité gustative. Alors, nous, on travaille à Saint-Gilles sur les facteurs d'élevage qui influencent le dépôt de gras et leurs caractéristiques. Et on travaille aussi au niveau cellulaire et moléculaire, c'est-à-dire comprendre finement comment ça se développe et comment ça fonctionne. Donc les cellules que j'ai un petit peu grossies en haut, c'est des adipocytes. Donc c'est les cellules qui stockent le gras. Et c'est des exemples de gras, du gras dorsal. Donc vous voyez que là, c'est plein d'adipocytes qui sont tous pleins de lipides. Donc en gros, le tissu adipeux, c'est du gras, on le savait, mais enfin voilà, c'est pour montrer qu'on travaille à ce niveau-là. Et puis dans le muscle, la photo du bas, on voit quelques adipocytes qui sont en blanc et des fibres musculaires. Donc les adipocytes, il y en a beaucoup moins dans le muscle, évidemment, et ils sont répartis par petits paquets, on appelle, ou un petit peu dispersés aussi, le long des fibres musculaires. Et donc leur quantité et leur répartition va influencer la qualité gustative des produits, on verra ça tout à l'heure. Et donc la quantité de gras chez l'animal, elle dépend de son type génétique, donc de sa race. On sait qu'il y a des animaux qui sont plus ou moins gras, mais également de l'alimentation, du mode d'élevage. Et en fait, tout ça se combine pour finalement donner des caractéristiques de quantité et de qualité de gras chez un animal donné. Alors le gras, qu'est-ce que c'est? De quoi il est composé? Si on prend le gras de Bardière, le gras sous-cutané, c'est 75 à 80% de lipides. Donc en fait, c'est énormément de gras. Un peu de protéines pour maintenir tout ça, et puis de l'eau, en quantité plus ou moins variable. Et en fait, plus les animaux, globalement, sont gras, plus leur tissu adipeux est riche en gras. Un animal maigre, il aura également un tissu gras qui sera moins riche en lipides et plus riche en eau. Et ça peut poser des problèmes de qualité, de transformation. Les lipides, c'est quoi? C'est des triglycérides, essentiellement. Donc, c'est des molécules qui contiennent 3 acides gras. Il y a également d'autres qui s'appellent les phospholipides. Et les acides gras, vous avez dû en entendre parler, il y a différentes catégories. Les saturés, donc il y a un exemple en haut, là, celui du haut qui est saturé, un monoinsaturé ou des polyinsaturés, ce qui est entouré en rouge. Et par exemple, ici, j'ai mis l'acide gras C18-3N-3, donc un acide gras oméga 3, et qui sont connus pour être favorables pour la santé. Ces acides gras, ils sont soit synthétisés par l'animal, c'est-à-dire qu'il va les fabriquer à partir de l'énergie et des lipides qu'il lui-même ingère, mais le porc ne peut synthétiser que les saturés et les monoinsaturés. Ça veut dire que les polyinsaturés sont forcément apportés par l'alimentation. Et donc, on voit tout de suite que selon l'alimentation de l'animal, eh bien, il pourra avoir plus ou moins de polyinsaturés, donc dont certains sont intéressants pour la santé. Et donc, ça dépend directement de l'alimentation de l'animal. Le gras contient aussi d'autres choses, notamment des vitamines qui sont solubles dans les lipides. Et un exemple important, c'est la vitamine E. Et c'est important dans les produits carnés, surtout transformés, comme le jambon, puisque c'est un antioxydant. Donc l'important, quand on va essayer de modifier l'alimentation, c'est d'apporter, si on peut dire, un cocktail d'acides gras insaturés bons pour la santé, mais également d'antioxydants qui vont empêcher ces acides gras de s'oxyder. Parce qu'en fait, plus ils sont insaturés, et plus ils risquent de s'oxyder. Donc s'oxyder, ça veut dire que les produits risquent de rancir et de mal se conserver. Donc ce n'est pas favorable en termes de goût, ni pour la santé. Alors, comment le gras joue sur la qualité des produits? En fait, quand on parle de qualité des produits, on a souvent différentes dimensions de qualité d'un produit alimentaire en général, les viandes également, ou les jambons. Il y a la qualité de sécurité, c'est la qualité hygiénique. Clairement, on ne veut pas être malade quand on consomme un produit alimentaire. La santé, c'est la qualité nutritionnelle. Donc là, on verra tout à l'heure qu'on en reparlera pour l'exemple du quintoa. La satisfaction, c'est la qualité sensorielle, c'est-à-dire que le plaisir qu'on prend à consommer le produit, et ça veut dire tout ce qu'on perçoit par nos sens. Donc d'abord, c'est le voir, l'aspect, est-ce qu'il nous attire ou pas, l'odeur, le goût, la texture, est-ce qu'il est sec, est-ce qu'il est tendre lorsqu'on le consomme. Une qualité importante aussi, c'est la qualité de service, c'est-à-dire pour le transformateur, la qualité technologique. Et c'est particulièrement important en filière porcine, et surtout sur les filières avec des produits transformés à durée longue, c'est de s'assurer que les qualités des produits au début de transformation, après l'abattage des animaux par exemple, vont donner des qualités finales de produits favorables. Un point important pour les consommateurs, c'est la facilité de préparation, donc c'est une qualité de service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les qualités intrinsèques, donc elles sont mesurables sur le produit, si on peut dire. Et puis il y a aussi les qualités extrinsèques qui sont liées au mode de production des animaux, à l'origine des produits et donc et à la localisation de la production de transformation et au savoir-faire associé. Et c'est toutes ces qualités extrinsèques
associés aux qualités intrinsèques qu'on va retrouver dans les produits d'AOC, ou les produits sous signe de qualité. Alors, comment le gras joue sur le goût de la viande? En fait, on sait déjà depuis assez longtemps que la teneur en lipides intramusculaires, donc souvent vous verrez l'hym, c'est gras intramusculaire, le persillé, il joue sur le goût et la texture. Et je vous ai montré ici une relation qui a été établie donc, sur des rôtis de porc, où on voit que quand la teneur en gras augmente dans la longe, donc de à peu près 1% jusqu'à 4 à 6%, la note de jutosité établie par un jury d'experts s'améliore. Ça veut dire que plus il y a de gras, plus la viande va être juteuse. Le jury d'experts est un point, les consommateurs, c'en est un autre. Et donc, ce qu'il faut aussi voir, c'est comment les lipides du gras de la viande sont perçus par les consommateurs. Donc, on a fait un travail il y a quelques années où on avait fait tester à des consommateurs différentes viandes porcines en fonction de la teneur en gras. Donc, vous avez en bas, là, à gauche, des viandes qui contenaient moins de 1,5% de lipides dans la longe. Donc, c'est des viandes très maigres, en fait, enfin, vraiment pauvres en lipides. Après, il y avait 1,5 à 2,5. Après, il y avait une classe 2,5 à 3,5. Et puis une classe plus de 3,5. Et là, si on leur demande de noter l'aspect, et on avait donc cumulé les notes favorables ou défavorables, donc plutôt bonnes ou mauvaises, on voit que le pourcentage de notes favorables diminue, donc le pourcentage en rose, diminue quand le gras augmente. Ça veut dire que pour juger de l'aspect seulement, les gens ne voulaient pas voir de gras dans la viande. Après, ils ont goûté. Et donc là, la note de goût, elle est plus favorable quand il y a plus de lipides. Et on voit que c'est meilleur, les notes sont plus... le goût est mieux jugé meilleur quand il y a entre 2,5 et 3,5% ou un peu plus de lipides dans la viande. Et puis à la fin, quand on demande de faire une note globale du produit, on se rend compte qu'il faut une teneur de 2,5 à 3,5% de lipides pour que la viande soit jugée acceptable par les consommateurs. Donc ça montre que le gras a un effet favorable sur la qualité sensorielle, surtout sur le goût et puis la texture, jutosité et tendreté. La teneur qu'on dit optimale pour de la longe, par exemple, c'est entre 2,5 et 3,5%, ça peut être un peu plus. Mais ça veut dire que c'est une valeur faible. Ça veut dire que la viande de porc, si on prend du rôti, c'est pas gras. C'est important à rappeler. Et puis il y a aussi une contradiction qu'on vient de voir entre avant et après consommation. Avant, les gens ne veulent pas voir le gras, et puis après, ils l'apprécient. Donc ça veut dire qu'il y a un travail important à faire pour informer les consommateurs sur le rôle du gras dans la viande. Il faut quand même faire attention que l'effet favorable du gras, il va être vérifié si d'autres paramètres de qualité sont satisfaisants. Le pH de la viande, en fait, après l'abattage, le pH de la viande diminue. Et s'il diminue trop vite ou trop bas, la viande sera de mauvaise qualité. Donc quand il y a un pH qui est trop bas, par exemple, le gras intramusculaire va pas bien jouer. Donc il faut quand même cumuler plusieurs facteurs pour qu'on ait une viande de bonne qualité. Et puis cet effet du gras, il dépend aussi des habitudes alimentaires et culturelles. Les résultats que je vous ai montrés ont été faits en France. Il y a d'autres pays européens, notamment d'Europe du Sud, qui donnent à peu près des mêmes valeurs. Et puis d'autres pays, Europe du Nord ou même Canada, où on avait vu que l'acceptabilité des produits n'est pas aussi forte avec l'effet du gras. Ça veut dire qu'il y a un effet fort donc, de l'habitude alimentaire et de la culture sur cette acceptation des produits et l'acceptation du gras. Et puis cet effet aussi varie selon les produits considérés. Donc le fait qu'il y ait plus de gras dans la viande est favorable pour la longe, donc le rôti, mais c'est aussi favorable pour le jambon, en particulier le jambon sec. Et c'est pas vrai pour le jambon cuit. Alors maintenant, si on parle de qualité nutritionnelle, donc ce que le gras peut nous apporter pour la santé. Donc, il faut savoir que les acides gras, il y en a qui sont indispensables à l'homme et d'autres qui ne sont pas indispensables. Indispensable, ça veut dire que l'humain ne peut pas les synthétiser, donc il va être apporté par l'alimentation. Et dans ce cas-là, dans les indispensables, on va trouver les acides gras polyinsaturés. Donc il y a les oméga 6, comme l'acide linoléique, et puis les oméga 3, comme l'acide linolénique, bon, C18.3 s'il y en a qui connaissent. Et celui-là est important parce qu'il est précurseur d'autres oméga 3. Donc si on apporte le linolénique, l'humain pourra synthétiser les autres qui lui sont aussi indispensables. Et donc il y a des recommandations nutritionnelles qui sont établies par l'ANSES, qui ont été revues récemment, qui indiquent qu'il faudrait réduire la consommation d'acides gras saturés
pour l'homme, et donc augmenter la consommation d'acides gras polyinsaturés, en particulier les oméga 3, et d'avoir un rapport oméga 6 sur oméga 3 inférieur à 5. Ça veut dire que dans les indispensables, il faut tous les apporter, mais il faut contrôler l'apport d'oméga 6, parce qu'on en trouve généralement beaucoup dans l'alimentation, et souvent c'est trop riche en oméga 6, mais pas assez en oméga 3. Ces acides gras ils sont importants parce qu'ils sont nécessaires au développement et au fonctionnement de la rétine, du cerveau, du système nerveux. Donc c'est important pour les nourrissons et les jeunes enfants, et également pour les personnes adultes et plus âgées. Et puis ils ont également un effet favorable sur le système cardiovasculaire. Donc ils sont vraiment importants. Et en fait, comment les produits carnés peuvent intervenir là-dedans, en fait, ils peuvent être source d'acides gras indispensables. Le poisson est également une source intéressante, mais les viandes sont consommées en beaucoup plus grande quantité. Et donc, on peut dire que c'est un moyen vraiment important pour consommer ces acides gras favorables pour la santé. Et puis, un petit mot aussi sur le gras et la qualité technologique, pour les transformateurs en particulier. En fait, qualité technologique, ça correspond à l'aptitude d'un produit à être transformé et à être conservé. Et donc là, les points importants, ça va être la consistance et la cohésion du gras. Par exemple, quand on veut faire un saucisson, il ne faut pas que le gras soit tout mou, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Et la conservation, le risque, c'est que les gras s'oxydent. Donc on a vu tout à l'heure, c'est lié aux acides gras polyinsaturés. Donc en fait, je vous ai dit, plus un animal est gras, plus son tissu adipeux va être riche en lipides. Et en général, plus il y a de lipides, plus c'est ferme. Le tissu va être plus ferme. Et puis, donc, la composition d'acides gras joue beaucoup sur la fermeté. Plus les gras sont saturés et plus ils sont durs à la température ambiante. Et donc, le risque d'augmenter l'acide gras polyinsaturé et puis monoinsaturé dans une moindre mesure, c'est de réduire la fermeté, donc d'avoir des gras mous qui vont mal se transformer et puis qui vont s'oxyder. Et donc tout ça dépend des caractéristiques des tissus à l'abattage. Ça veut dire que pour que la qualité du gras, il faut jouer sur la composition, sur la composition du muscle ou du gras à l'abattage, et donc jouer sur les pratiques d'élevage ou sur les races. On ne peut plus modifier après la qualité du gras en transformation. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, comment on peut faire varier la quantité et la qualité du gras chez le porc ? Alors, il y a des facteurs qui sont liés à l'animal, donc le type génétique ou la race. Donc, vous savez qu'il y a des races qui ont été sélectionnées contre l'adiposité et pour la vitesse de croissance. Donc, ces races-là sont beaucoup plus maigres que les races non sélectionnées comme les races locales, dont la race basque, par exemple. Et donc, le type génétique ou la race donc, va jouer sur l'adiposité globale de l'animal, le gras total contenu dans l'animal, mais également sur la teneur en gras dans le muscle, qui est importante pour la qualité sensorielle des produits. L'âge et le poids à l'abattage sont également des facteurs importants. Et donc, on augmente la teneur en gras intramusculaire chez les animaux lourds si la conduite alimentaire est bien adaptée. Ça veut dire qu'il ne faut pas restreindre trop l'animal en finition pour avoir un dépôt de gras intramusculaire favorable. Parce que le gras intramusculaire, il se dépose plutôt à la fin de la croissance, alors que le gras sous-cutané se dépose à peu près tout le temps. L'alimentation est également un facteur très important. Dans l'alimentation, la quantité d'aliments apportés à l'animal, notamment les apports en protéines par rapport à l'énergie, donc ça les éleveurs savent bien. Hein. Et donc les besoins en protéines et en énergie, ils dépendent de l'âge de l'animal, de son type génétique. Hein. Il y en a qui ont plus ou moins de... Évidemment, plus l'animal a un potentiel de dépôt de muscles important, plus il faudra lui apporter de protéines pendant sa croissance. Et donc tout ça, ça conditionne le dépôt de gras et de muscles, et notamment de gras intramusculaire. Mais ça veut dire aussi qu'on peut jouer sur les deux, la quantité et les apports en protéines par rapport à l'énergie, pour essayer de favoriser le dépôt de gras intramusculaire, par exemple, sans augmenter trop le gras externe. Et puis la nature de la ration, surtout la nature des lipides apportés au porc, ont un effet très marqué sur la composition des lipides, hein, parce que je vous ai dit, le porc ne sait pas synthétiser les polyinsaturés, donc si son alimentation contient beaucoup, eh ben son gras va en contenir beaucoup. Et donc ça va directement influencer la composition en acides gras de la carcasse et de la viande, donc du gras intramusculaire. Le mode d'élevage des animaux est également un facteur important pour faire varier la quantité et la qualité de gras. Alors on peut considérer différents modes d'élevage, du conventionnel, alternatif sur litière ou de courette, jusqu'au système extensif.
comme on peut trouver dans les filières locales. Donc, en élevage extensif, l'animal a une activité physique accrue. Ça veut dire qu'il va consommer plus d'énergie, il va dépenser aussi pour son activité physique, ses déplacements. Il est aussi soumis à des variations de température importantes. Donc, il a besoin d'énergie il ne va pas la déposer en gras, il va l'utiliser. Le mode d'élevage peut aussi jouer sur les ressources alimentaires apportées à l'animal. Et dans les systèmes extensifs comme celui de la filière basque, les animaux ont accès donc, sur leur parcelle à des ressources liées aux fruits qui sont présents, donc glands, châtaignes ou à l'herbe. Et ça influence beaucoup la quantité de gras déposé, mais surtout sa qualité. Et puis tout ça interagit avec la race, avec l'âge à l'abattage, etc. Et donc l'ensemble de ces facteurs donne des animaux et des produits aux caractéristiques vraiment spécifiques. Et c'est ça qui est important à comprendre dans les produits de filières locales et sous AOC. Alors, si on parle maintenant des porcs de race basque et des produits Quintoa, donc dans un projet européen, donc un projet de recherche financé par l'Union européenne qu'on a commencé il y a une dizaine d'années avec la filière, on avait travaillé pour mieux comprendre les effets de la race et du système d'élevage sur les qualités des produits. L'idée, donc c'est un projet européen qu'on appelle multi-acteurs, ça veut dire qu'il y avait des scientifiques, des gens du développement et des filières. Donc là, il y avait l'INRA, l'IFIP, la filière basque. Et pour la filière, il y avait tous les acteurs, les éleveurs avec qui on a travaillé, des naisseurs, un engraisseur, l'abattoir, les transformateurs, évidemment, qui étaient aussi très importants. Et donc l'objectif, c'était là de comprendre l'élaboration biologique des produits de qualité élevée. Ça veut dire pourquoi, au niveau tissulaire, cellulaire, moléculaire, pourquoi le porc basque qui donne des qualités de produits différentes et supérieures par rapport à d'autres. Et puis, on voulait aussi préciser l'influence des pratiques d'élevage sur la qualité. C'était, à partir de la race basque, quelle est la modalité d'élevage, comment on peut encore optimiser, si on peut dire, les pratiques pour toujours différencier les qualités des produits qui en sont issus. Donc, on avait travaillé avec 2 races pures. Donc, on avait utilisé la race large white, qui est un porc conventionnel, mais qui donne une qualité de viande déjà satisfaisante par rapport à d'autres. Et puis, donc, la race locale basque. Et les animaux étaient élevés en 3 systèmes différents. Donc, on avait utilisé le système conventionnel, qui n'est pas du tout conventionnel pour les Basques, mais l'idée, c'était de différencier les effets mode d'élevage et les effets race. Et donc, on avait des animaux en système conventionnel, donc sur caillebotis, des animaux en système alternatif, donc avec litière et courette, et tout cela était à Saint-Gilles. Donc, on avait été chercher des porcelets basques qu'on a ramenés en Bretagne pour les élever là-bas. Et puis, on avait évidemment des porcs basques en système extensif, donc sur parc, donc chez un éleveur, chez Michel, de la filière. Et donc, on avait 5 groupes d'animaux, si on croise les races et les systèmes, et on avait fait 2 répétitions, donc 2 années successives. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats. Ce qu'il faut surtout voir, c'est les effets de la race, et puis au niveau de la race basque, du mode d'élevage extensif par rapport aux autres. Donc je ne sais pas si je peux parler, non, ça va pas être facile. Donc, hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Oui. Ah ouais. Merci. Ça marche ? Oui. Voilà, donc on a les porcs large white ici, donc en caillebotis et en système alternatif sur litière courette. Les porcs basques, caillebotis, système alternatif, et puis en vert, les basques en système extensif. Donc tous les animaux étaient abattus à peu près à 145 kg, qui est le stade de poids classique dans la filière. Et donc vous voyez bien qu'il y avait un énorme écart d'âge à l'abattage. Ça veut dire que les animaux basques étaient beaucoup plus âgés à 145 kg, et surtout les basques en système extensif. Donc une croissance beaucoup plus lente. Au niveau de l'épaisseur de gras dorsal qu'on a mesuré au site utilisé par la filière basque, les animaux large white étaient beaucoup moins gras, donc à peu près 25 mm de gras, par rapport à 40 à 50 chez les Basques. Les animaux basques extensifs étaient un peu moins gras que les animaux étaient en système conventionnel ou alternatif. En fait, en système extensif, les animaux, comme j'ai dit, consomment de l'énergie, donc ils
Ils dépensent une partie de l'énergie ingérée pour l'activité physique, etc. Donc ils sont un peu moins gras. Un point très important qu'on a vu tout à l'heure, c'est la teneur en gras intramusculaire de la longe, donc du muscle long dorsal. Et là, vous voyez que les pores large white étaient à peu près à peine 2,5% et les pores basques étaient entre 3,5% et 4%. Donc beaucoup plus de gras intramusculaire chez les pores basques. Et vous avez d'ailleurs une photo à droite, sur la photo de droite, une longe de pores large white à gauche et des pores basques à droite. Et puis on a fait plein d'autres mesures de qualité de viande, j'en mets que quelques-unes ici parce que j'y passerai des heures sinon. Mais on avait mesuré également la perte en eau de la longe, c'est-à-dire la quantité d'eau dans le muscle qui est perdue au cours de la transformation du muscle en viande et pendant les 3-4 jours après l'abattage. Et vous voyez que la perte en eau est beaucoup plus faible chez les basques que chez les large white. Elle était déjà pas élevée chez les large white. 2,5% de perte en eau, c'est faible. Mais là, chez les basques, on était à 1%. Donc c'est vraiment une perte en eau très réduite. Et tout ça participe, vous allez le voir, à la qualité sensorielle des produits. Voilà, je viens de le dire. Donc après, on avait évidemment regardé la composition en acides gras des produits. Et donc ici, vous avez tous les porcs basques et après les large white. Les acides gras saturés sont en bleu. Les monoinsaturés, notamment C18.1, sont en rouge. Et puis les polyinsaturés sont en vert. Et donc vous voyez que les porcs de race basque contenaient plus de tous les acides gras, et en particulier des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés que les porcs large white. Et en particulier, la teneur en oméga 3 était plus élevée chez les basques en système extensif. Dans la longe, dans le rôti. Et puis, on avait également, en plus de tous les animaux qu'on avait ici, on avait travaillé sur un lot abattu l'été. Parce que notre expérience faisait qu'on avait abattu les animaux en hiver, en janvier. Et on avait voulu regarder si les animaux basques, finis donc avec une consommation d'air plus importante en fin de printemps, contenaient plus d'acides gras polyinsaturés dans les viandes. Et donc, on avait repris 12 longes de porc basque abattues en juin. Et donc, vous voyez qu'on avait plus de lipides dans la longe des porcs abattus l'été, plus de monoinsaturés, et puis au niveau des polyinsaturés, la quantité ne changeait pas. Par contre, on avait plus de N-3, les acides gras oméga 3 favorables à la santé. Et ça, c'était, on l'espérait, donc on l'a démontré ici. Et donc, c'est lié à la consommation d'herbe par les animaux. L'herbe contient beaucoup d'acides gras oméga 3, pas beaucoup de lipides, mais les lipides sont des oméga 3, et donc on retrouve dans les viandes les acides gras consommés par les animaux. Donc après, on avait fait des analyses sensorielles des viandes, donc par des jurys experts. Ça veut dire que les gens devaient noter, c'est des gens entraînés qui devaient noter sur des échelles l'aspect, la couleur, la tendreté, etc. Ça sur la longe. Et donc ici, on a les porcs large white en bleu, les basques qui étaient élevés en Bretagne en rouge, et puis les basques du Pays basque en vert. Et donc vous voyez que l'intensité de la couleur rouge de la viande était plus forte pour les viandes de porc basque, surtout en système extensif. Et puis les viandes de porc basque étaient aussi plus tendres et plus juteuses. Donc les petites étoiles, là, c'est un niveau de test statistique, mathématique, on va dire, pour démontrer qu'il y a une différence ou pas. Donc ça veut dire que plus il y a d'étoiles, plus on est sûr de montrer qu'il y a bien une différence, mathématiquement. Donc vous voyez que clairement la supériorité des viandes de porc basque pour ses caractères de qualité sur la longe. Et donc on avait montré que ces différences étaient associées au gras intramusculaire qui est plus élevé, donc à nouveau le bienfait du gras, aux pertes en eau qui étaient plus faibles, et puis aussi au pH qui était dans une meilleure gamme. Donc tout ça participait à la différence de qualité des viandes. On a fait également des mesures sur le jambon, puisque le jambon, donc en frais et puis après transformation. Et donc là, je vous montre des valeurs de pH ultime, donc le pH que mesuré dans la viande après l'abattage, le lendemain de l'abattage, qui est vraiment un critère important en transformation, en sec ou en cuit. Et donc il était plus élevé pour les porcs de race basque, donc ils sont marqués ici, et le basque extensif est au milieu. Et il était plus élevé pour les basques, surtout en milieu extensif. La clarté de la viande, donc on mesure ça par un appareil. Et donc, plus la viande est claire, a priori, moins ça plaît aux consommateurs. Donc les viandes basques, elles sont moins claires que celles des porcs large white, surtout les basques en milieu extensif.
Et puis la teinte, donc c'est mesuré également par un appareil. Plus la valeur est basse et plus la viande est rouge, parce que c'est une mesure d'angle de couleur avec un chromamètre, on appelle ça. Et donc, on voit ici que les viandes de race basque sont plus rouges, et surtout les basques en milieu extensif. Donc, on l'avait vu par le jury d'experts, mais on l'a également mesuré physiquement, on va dire. Voilà, donc on montre encore sur le jambon la différence de qualité liée à la race, et puis au sein de la race basque, au mode d'élevage extensif. Le grain intramusculaire dans le jambon est également plus élevé donc, pour les porcs de race basque. Et puis pareil, les acides gras, donc on avait des teneurs plus élevées en saturé, monoinsaturé et polyinsaturé, mais là il n'y avait pas de différence du mode d'élevage. Donc il y a aussi, ce qui est compliqué chez le porc, c'est que tous les muscles ne répondent pas toujours de la même façon. Et parfois on a des écarts, voilà. Et donc ces jambons avaient également été soumis à un test sensoriel par un jury d'experts. Donc les jambons de tous les animaux élevés et abattus soit en Bretagne, soit au Pays Basque étaient revenus aux Aldudes pour être transformés au séchoir, que vous aurez peut-être l'occasion de visiter aujourd'hui. Donc c'était un séchage 16 mois et les jambons à la fin n'ont pas été pimentés. On a fait ce choix pour éviter de cacher, si on peut dire, par l'ajout de piment, des différences qu'on voulait vraiment attribuer à l'origine du produit. Donc les tests étaient faits sur tranche entière, et donc le jury notait sur une note de 0 à 6. Donc là c'était un jury entraîné pour des produits secs. Donc là vous voyez sur l'aspect du jambon, les porcs basques qui ont toujours en rose pour les porcs basques bretons, en vert pour les basques du Pays Basque, et puis les larges white en bleu. Donc les porcs basques présentaient un gras plus large, ce qui est normal, ils étaient plus gras. Également une couleur rouge plus intense, et on retrouve encore l'effet du système extensif sur la couleur rouge du jambon. Plus de persillé, un gras plus huileux, ce qui est un peu logique parce qu'ils avaient également, comme il y avait plus de gras dans la viande et en externe il y avait un peu plus d'aspect huileux, et puis un défaut de veine, donc là qui a un caractère négatif on va dire, hein, qui était plus fort chez les large white. Ça veut dire que ces défauts-là étaient moins importants pour les porcs basques. Voilà. Sur l'odeur et le goût des produits, là il y avait quelques différences qui étaient un petit peu moins marquées sur l'intensité d'odeur, et en fait c'était plutôt des intensités d'odeur défavorables. L'odeur de rance est un peu plus forte chez les large white, le goût salé aussi et l'acide. Et puis après sur la texture, donc les jambons basques étaient notés plus faciles à couper, plus faciles à mâcher, plus tendres, moins secs, donc ce qui est logique, et avec une persistance du gras plus longue. Ça veut dire qu'on avait une persistance du goût aussi qui était plus longue. Voilà. Donc, pour conclure un petit peu, j'ai essayé de vous montrer que les effets de la race et du système d'élevage sont très importants pour définir les qualités des produits. On avait pu démontrer dans cette étude des effets très marqués de la race locale basque, donc, qui est une race à croissance lente, et on l'a remontré là, avec une forte adiposité corporelle et une teneur en gras intramusculaire élevée, donc, qui conduisent à des hautes qualités sensorielles. Donc les bienfaits du gras pour la qualité sensorielle étaient clairement démontrés ici. On a également travaillé beaucoup, là je n'ai pas montré, mais au niveau cellulaire, moléculaire, pour comprendre vraiment finement comment ces différences étaient obtenues. Et puis, donc, le système d'élevage est très important également. On a vu que la différenciation apportée par le système d'élevage extensif, donc les ressources alimentaires, l'espace par animal, on n'a pas pu attribuer les différences à tel ou tel facteur. On évalue globalement, mais on voit bien que le système d'élevage apporte une différenciation en plus, notamment sur la composition en acides gras des tissus, et puis sur la qualité sensorielle, et notamment l'aspect des produits, la couleur. Et l'aspect, c'est quand même un critère majeur pour l'acte d'achat par des consommateurs. Donc, surtout quand ils sont en présence des personnes qui auraient pu leur expliquer. Bon, aujourd'hui, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, l'aspect, c'est quand même là-dessus que se basent les gens pour faire leur choix. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire, c'est les importances des interactions entre la race et le système d'élevage
pour définir des spécificités des produits qui peuvent être valorisés par les AOC. C'est typiquement le signe de qualité qui valorise ces particularités. Derrière la race et le système d'élevage, il y a aussi évidemment tous les savoir-faire des éleveurs, des transformateurs, pour pouvoir, et leur expertise, pour pouvoir faire exprimer à l'animal toutes ces différences. Donc là, c'était des travaux qu'on a fait il y a quelques années, mais on poursuit les travaux à l'INRA avec les races locales, dans le cadre d'un projet européen actuel qui s'appelle Treasure. Donc c'est un projet européen multi-acteurs aussi, qui est en cours, qui se termine dans 2 ans, et qui s'intéresse à la diversité des races locales de porcs. Donc c'est uniquement des races locales européennes, il y en a une vingtaine, et donc des systèmes de production spécifiques de chacune de ces races, pour des produits traditionnels, de qualité élevée et des filières porcines durables. Donc dans ce projet, on travaille avec la race locale basque, un petit peu au niveau génétique, pour continuer à mieux comprendre au niveau de la génétique moléculaire les spécificités des races, et puis aussi la variabilité qu'on a au sein de la race pour essayer de garder la diversité tout en essayant de favoriser les caractères importants pour ce qu'on va juger important, et là particulièrement la qualité des produits. Et on s'intéresse aussi dans le projet, donc on travaille avec une autre race locale et une filière qui est la filière de Bigorre, où on essaye d'évaluer en dehors des aspects génétiques ou des caractéristiques des produits, c'est tout ce qu'une filière locale peut apporter à un territoire. Donc on le travaille au niveau des par exemple, techniques économiques pour les élevages, mais également au niveau de la filière. Et on a également fait des enquêtes, donc c'est en cours, je ne peux pas vous raconter beaucoup de résultats aujourd'hui, mais pour savoir ce que l'existence d'une filière locale apporte à un territoire et aux personnes qui y vivent, mais qui ne sont pas directement associées à cette filière, c'est-à-dire à la population locale. Voilà, donc on a également le plaisir de continuer à faire des travaux avec la filière basque aussi sur ce projet-là. Et donc merci beaucoup pour votre attention, et je voulais vraiment remercier la filière pour l'invitation et les féliciter pour tout le travail qu'ils ont réalisé tous ensemble pour obtenir cette AOC qu'on est en train de fêter aujourd'hui. Merci. Merci Bénédicte Lebré. Donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard que vous êtes scientifique à l'INRA en Bretagne et que vous avez fait donc ce travail dans le cadre d'un projet sur les modes d'élevage ou d'une réflexion sur les modes d'élevage des porcs et la conséquence sur la qualité de viande. On a bien compris que l'alimentation était très très importante, les conditions d'élevage est particulièrement extensif et puis les conditions d'abattage aussi. Alors peut-être qu'après on donnera juste un petit mot à Michel Ossafrin que j'ai vu arriver, président de la filière, pour voir qu'est-ce qui se met ici en place. Il y a un travail très très important qui a démarré pour avoir une alimentation locale, pour aussi bien sûr travailler avec les producteurs sur toutes les conditions et les conduites d'élevage. Mais d'abord je vais demander à Perico Légas, qui est à côté de moi, s'il vote pour le gras du quintois. Là pour le coup c'est un suffrage universel spontané. Et merci Bénédicte pour cette édifiante démonstration. Certes. L'idée qui me vient immédiatement à l'esprit, et je regarde Michel, je me dis vos ancêtres, les paysans basques du Moyen-Âge, ils ne savaient pas tout ça, et pourtant ils le savaient quand même. C'est-à-dire qu'il y a bien à un moment donné un homme ou une femme qui a dit on va mettre des cochons de cette race à cet endroit-là de la montagne des Pyrénées, et puis ils ont vu que cet élevage engendrer ce phénomène absolument sublime. Alors, quand je vois une telle démonstration, je me dis d'abord que nous sommes noyés sous les mensonges et les inepties à longueur de journée, parce que là, nous avons la preuve scientifique qu'il y a du bon gras, que le gras est vital pour la vie, et que la particule de noblesse qu'a ce cochon, après tout, ce n'est jamais qu'un cochon. Il a une particularité, mais le quintois n'a peut-être pas le monopole de toutes ses vertus. Il y en a qui sont spécifique, mais je me dis que ce qu'on a fait de ce cochon ici donne ce résultat, on doit dire absolument sublime, parce que c'est à la fois un miracle de la nature, même si ce sont des phénomènes naturels et biologiques, mais d'avoir pensé rassembler et perpétuer cette tradition, alors qu'il y a derrière tous ces secrets que le consommateur ignore,
Je me dis qu'à la place de Masterchef et de Top Chef, je voudrais avoir à la télévision française des démonstrations de ce genre qui aideraient le consommateur à faire ses choix de façon plus pertinente et pas seulement développer le marché de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Bénédicte Lebré nous a fait une démonstration que le gras c'est la vie. Et l'acte alimentaire, en fait, c'est une recherche du gras. Alors il y a deux façons d'ingurgiter cette énergie. Le but d'élever des animaux, de faire des fromages, c'est d'engendrer un gras qui permette à l'organisme humain de vivre, de survivre, de puiser une énergie naturelle, biologique, et de pouvoir évoluer et progresser dans sa vie d'être humain. Le gras est indissociable avec l'eau et l'air de notre vie sur Terre. Alors, on a jeté des anathèmes sur le gras et quand on voit avec quelle précision vous démontrez les vertus organoleptiques, biologiques, nutritionnelles, pour moi j'allais dire sensorielles également, parce que, mon Dieu, comme la nature est bien faite, gloire à Dieu qui fit une montagne, dit une phrase basque, gloire à Dieu qui fit nos cochons aussi, et ces montagnes qui ont permis d'élever ces cochons. Et on se dit, quelle curieuse coïncidence quand même qu'un animal aussi rustique, aussi simple, dans un environnement aussi pur, puisse engendrer de telles vertus. Et pourtant, c'est toute la démarche des éleveurs du Quintoa et de cette vallée et du reste du Pays basque que de perpétuer une forme d'élevage qui nous apporte ses bienfaits. On est très éloigné des doctrines et des propagandes que l'on entend à longueur de journée sur les médias, très loin des doctrines qui depuis 40 ans nous expliquent que le gras c'est mauvais. Quand on regarde bien les gens qui nous disent ça, ce sont des gens qui en général vendent du sucre, c'est-à-dire l'autre élément vital à la vie, parce qu'avec ce sucre ils font beaucoup de profits financiers qu'on fera moins avec le gras. Bien sûr que la filière Quintoa, ainsi que toutes les filières locales, empêchent ce système de tourner en rond, et que même si on regarde avec un amusement cet événement folklorique, on espère que ça n'aille pas trop loin non plus. Il ne s'agirait pas que tous les consommateurs se mettent maintenant à écouter Bénédicte Lebré et changent leur mode de consommation pour aller demander des granops tels qu'ils sont là. Je connais des groupes agroalimentaires qui seraient dans une grande difficulté. Raison de plus, d'où le nom de mon émission Manger c'est voter, de prendre conscience que par l'acte alimentaire, nous pouvons quotidiennement, puisqu'il est obligatoire, nous pouvons quotidiennement influer sur le sort de cette économie, sur le sort de cette sociologie et faire en sorte que ces héros, parce qu'aujourd'hui ce sont des héros, quand on voit, et on a vu hier, le parcours, l'histoire de cette appellation d'origine, qui a été reconnue comme telle, alors que c'était très improbable il y a encore une vingtaine d'années, de voir ces héros qui perpétuent cette tradition et qui se donnent du mal pour justement transmettre ces savoirs et surtout ces produits de qualité, ça mérite évidemment un encouragement enthousiasme. D'autant plus que nous savons maintenant, nous le savions déjà pour certains, mais nous le savons par Bénédicte Lebré, que ça nous fait du bien. Ça fait du bien à notre vie, ça fait du bien à nos organismes, ça fait du bien à une économie, ça fait du bien à l'écosystème, et que ce port Quintoa, il n'est que le reflet d'un paysage. Bénédicte Lebré l'a dit, l'essentiel, pauvre cochon, on dit toujours, le cochon, il ne nous donnera que ce qu'on lui fait ingurgiter. Et je suis désolé, je vais être un peu trivial, si on lui donne de la saloperie à manger, il nous restituera de la saloperie et du mauvais gras. Mais si on lui donne de la montagne basque à manger, eh bien il nous donne ce gras qui est quasiment médicinal. Je dois dire que quand je vous écoutais, je me suis dit, mais le Quintoa va être prescrit sur ordonnance et on ira bientôt le chercher dans les pharmacies. Voilà. Et nous aurions beaucoup moins d'accidents sanitaires si nous avions une éthique alimentaire qui nous rapproche de cette réalité. Moi, je me réjouis de voir que aujourd'hui, les moyens scientifiques nous permettent de décrypter avec beaucoup de précision les vertus ou les inconvénients que peuvent avoir un type d'alimentation. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce gras, la nature, la providence fit en sorte qu'en plus il est bon à déguster. C'est un peu comme l'acte d'amour. La providence a fait qu'il y ait un plaisir, pourquoi ? Pour la reproduction. Et tout ça est un équilibre. Et ce gras engendre des vertus organoleptiques
Donc un plaisir gustatif immense qui nous donne envie d'en reconsommer parce qu'il est bon, finalement, d'en consommer. Nous ferons bien entendu la différence entre la personne qui voudrait en manger 5 kilos par jour. Économiquement, ça serait un développement formidable. Mais ensuite, il y aurait des conséquences médicales. Et la personne qui sait raisonnablement en consommer. Tout est toujours une question d'éthique. Et dans l'élevage, quand on prend un cochon et qu'on lui donne à manger de la nourriture saine, respectueuse de l'environnement, qui est bonne pour lui, eh bien, cet animal, en l'occurrence le cochon, parce que nous sommes aux Aldudes avec le porc quintois, mais c'est la même démarche pour un agneau, pour des moutons ou pour du bœuf. Quand l'animal est traité avec respect et qu'on lui donne une alimentation saine, cet animal restitue un aliment, une viande, une chair et un gras qui est tout à fait salutaire pour l'organisme. C'est là où le rôle du consommateur est déterminant. On sait aujourd'hui que le gras est vital, qu'il nous faut manger du gras, que notre organisme ne vit que parce qu'il y a des lipides. Alors il y a le lipide et le glucide qui sont des éléments vitaux pour la vie, pour le développement de la vie humaine, et il y a 2 éthiques. Aujourd'hui, ce que l'on sait dans le comportement alimentaire, c'est quand on vous dit mangez moins gras, le fameux light, eh bien nous allons le compenser. Le light est un leurre énorme. Alors, il y a peut-être des cas pathologiques où il faut un régime alimentaire parce que ça implique une nourriture plus maigre. Mais de lancer des tendances sur le maigre, ça veut dire, en fait, on compense par une consommation de plus de mauvais gras ou de plus de sucre. Et lorsque l'on réduit sa consommation de gras, instinctivement, on va la compenser par une consommation de sucre, puisque le sucre est transformé par l'organisme en gras. L'obésité, la plupart des obésités ne sont pas dues par la consommation du quintoa. Il y a peu d'obèses qui mangent du quintoa tous les jours. C'est parce qu'on consomme des produits sucrés, des produits édulcorés, que l'industrie agroalimentaire, contrainte par les prix que lui impose la grande distribution, édulcore de plus en plus sa production parce que ça crée des addictions, et ces addictions provoquent des maladies. Et l'addiction, pourquoi ? Parce qu'un sucre surstocké, surconsommé par l'organisme humain, se transforme en graisse. Et les obésités aujourd'hui, avec toutes les incidences médicales qu'on peut avoir, médicinales, diabète, cholestérol et certains cancers, est la conséquence d'une consommation abusive de sucre. Évidemment, cette réalité des choses fait que la malbouffe enrichit bien entendu ceux qui la produisent. Et aujourd'hui, on est dans un vrai débat parce qu'il y a beaucoup de responsables, de dirigeants d'industrie agroalimentaire qui en ont marre de se faire insulter à la place de la grande distribution, puisqu'ils nous expliquent nous sommes obligés d'abaisser la qualité de nos produits pour rester compétitifs. Sans ça, la grande distribution ne nous achète plus. Voilà. Et si on n'est plus référencé, on ne peut pas vivre. Donc on est obligé de s'aligner sur les tarifs imposés par la grande distribution, qui impose toujours des prix plus bas, c'est-à-dire une qualité alimentaire toujours moindre. C'est nous qui passons pour les salauds, et les 2 bénéficiaires, ce sont les grandes surfaces, et bien entendu le lobby pharmaceutique, qui est ravi de dire à l'agro-industrie et à la grande distribution, continuez la malbouffe, vous m'envoyez des clients, je n'ai jamais vendu autant de médicaments. Voilà aujourd'hui la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et face à ça, nous avons de valeureux résistants dans la montagne basque. Il y en a ailleurs en France aussi, bien sûr, puisque toutes les zones de montagne sont aujourd'hui en démarche qualitative, chacun avec sa production et sa typicité. Mais voilà l'exemple du quintoa, qui est non seulement la permanence et la pérennité d'une tradition exemplaire. Je repense à vos démonstrations, je repense à cet éleveur du Moyen-Âge qui savait bien empiriquement que ce cochon, quand on le mangeait, respectueux des saisons, respectueux de la nature, il voyait bien que ça faisait du bien. Sans ça, ils auraient arrêté l'élevage. Les fromages au lait cru, qui sont des fromages gras, s'ils avaient été porteurs de tous les fléaux dont on les accuse, la guerre de 14 n'aurait pas été la conséquence de la guerre entre les Allemands et les Français, mais la consommation de fromage au lait cru. C'est absurde. Voilà des produits qui n'ont fait que améliorer la vie sur Terre, qui n'ont fait que grandir l'humanité, et qui aujourd'hui sont l'objet d'anathèmes de la part de menteurs, de voyous et de voleurs qui nous empoisonnent pour enrichir les pharmaciens. Donc, dans la démarche du gras, ce gras salutaire, ce gras démocratique, parce que, mais oui, c'est un gras politique finalement. Il y a un message politique dans le quintoa, on ne se rend pas compte. Mais la démarche de ces éleveurs qui ont décidé un jour, autour de Pierrot Théisa au départ, et ensuite autour de Michel Ossafrin et toute l'équipe qu'on a vue hier, ce sont des gens qui sont là en train de confronter 2 systèmes. Le système de la moralité diététique, éthique, nutritionnelle, attention, ne mangez pas trop de ci, pas trop de ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils nous prescrivent ? Des marques industrielles qui enrichissent un système, et puis des héros et des résistants qui nous proposent un système d'économique, un système agricole qui non seulement préserve notre environnement, perpétue des traditions,
protège nos montagnes et nous donne à manger des sauces qui nous rendent meilleurs, qui nous rendent en meilleure santé et qui nous permettent de grandir. Donc la vertu du gras, elle n'est pas, comme l'a démontré Bénédicte, uniquement nutritionnelle. Dieu sait si on en a besoin. Les polyinsaturés, les oméga 3. Alors attention, l'équilibre. Aujourd'hui, on a des études récentes, Bénédicte le sait certainement. Les oméga 3 sont un petit peu dans la controverse. Il faut savoir les doser, sur quel aliment les ingurgiter, et surtout créer un équilibre avec les oméga 6. En tout cas, ce porc basque et ce gras de quintoa est aujourd'hui une nécessité première. Et évidemment que c'est un exemple à suivre. Évidemment que ce grain-là est un gras, je disais c'est un gras politique, c'est un gras de liberté, c'est un gras c'est une protection, puisque la couche de couenne est une protection de l'animal contre le froid. Considérons que cette couche de gras de quintoa nous protège de la malbouffe, du mensonge et du détournement de nos appétits vers des aliments qui ne méritent pas. Rendons hommage à ces éleveurs aujourd'hui avec ce travail exemplaire, et nous avons la démonstration scientifique que non seulement vous êtes des gens qui préservez l'environnement, perpétuez une race, transmettez des savoirs et des traditions qui sont propres au peuple basque et qui permettent justement de sauver cette culture, et en même temps vous nous envoyez un message d'espoir formidable pour savoir comment manger et comment faire en sorte que dans notre alimentation quotidienne, le gras retrouve sa place, la place la plus noble, celle qui nous rend heureux et fiers d'être sur cette terre. Merci Perico Légas. Ah, Michel est sorti, je voulais, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre dans la filière, voir... Oui, peut-être on peut prendre des questions. Il y avait la question de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement ici sur le territoire pour avoir du bon gras, tel que nous l'a bien présenté Delphine. Mais peut-être qu'il y a une autre question, parce que vous êtes nombreux dans la salle. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène. Il faut peut-être prendre le micro. Profitez-en, on prend 5-10 minutes avant... On a toujours des questions sur le gras, voilà, ou des choses que je ne pense pas, et c'était tellement étonnant de voir ces démonstrations en disant que ce produit est quelque part miraculeux. Alors n'hésitez pas, si vous avez une ou autre question. Non, c'était clair. Alors voilà, l'alimentation. La question sur l'alimentation. L'alimentation rajoutée, c'est-à-dire... Non. C'était un aliment acheté. Le territoire ici rend difficile la fabrication à la ferme des aliments, en tout cas pour certaines exploitations. Et dans ce cadre-là, c'est un aliment assez conventionnel pour porc, donc qui est apporté aux animaux en quantité plus importante quand les ressources de la parcelle ne suffisaient pas pour couvrir leurs besoins. On n'est pas ici dans les systèmes de type porc ibérique, pour certaines catégories de porc ibérique, attention, qui sont finis exclusivement en gland ou en châtaigne. Il y a un apport d'aliments complémentaires puisque les parcelles ne sont pas assez boisées, ne sont pas assez, peut-être assez grandes pour pouvoir permettre à l'animal de consommer uniquement les ressources de la parcelle. Il y a un travail qui est fait, entre autres, sur la production de maïs. Ici, localement, dans la vallée des Aldudes, les parcelles et les modes de conduite ne permettent pas forcément de faire du maïs, mais il y a un travail qui est fait sur la zone aux environs des Aldudes pour faire produire du maïs qui amène l'énergie dans l'alimentation. Donc la base, c'est entre autres le maïs. Voilà, donc les travaux là ont été faits en 2008-2009. Ça veut dire que depuis cette période, la filière continue à travailler évidemment et va continuer à améliorer, si on peut dire, ses pratiques pour essayer, donc, par exemple, pour l'alimentation, de trouver des ressources plus locales. Et donc, soit à base de maïs, soit d'autres céréales. Je n'ai pas assez discuté avec les gens hier, mais voilà, donc c'était une situation il y a quelques années et les gens continuent à travailler, à progresser pour essayer de continuer à faire encore plus local que ce qui était déjà fait auparavant. Et cette dimension locale est importante pour ça permet de mieux répondre peut-être aux besoins des animaux. Et puis aussi, faut pas oublier l'importance de la production locale quand on réfléchit à
à l'impact environnemental, par exemple, des productions animales. Un gros impact est lié à l'origine des aliments. Et donc, plus on peut faire proche, moins certains impacts environnementaux seront altérés. Donc, ça participe en fait à l'ensemble de la démarche de la filière. C'est pas que juste sur la qualité du produit, c'est sur, si on peut dire, la qualité de la production. Elle dépend aussi de ces choix qui sont faits. Donc, d'où l'importance de continuer à travailler pour essayer d'avoir des ressources locales pour l'alimentation. C'est clair. Oui, un tout petit complément, parce que je ne suis pas dans la filière, mais presque à côté. J'ai un pied dedans, mais pas tout. Cette démarche-là sur le travail autour de l'aliment a un double objectif. L'objectif, bien sûr, de maîtrise, de faire du local. Et si c'est local, on maîtrise mieux, on sait d'où ça vient et on sait comment c'est fabriqué, comment c'est fait, comment c'est transformé. Parce qu'il n'y a pas que le lieu de production de l'aliment, il y aura aussi toute la chaîne de transformation, de séchage, etc. Donc double objectif de pouvoir maîtriser ce complément qui est absolument nécessaire parce que toute la ressource naturelle présente dans la montagne ne suffit pas. Donc il faut compléter. Et puis il y a des périodes, il y a des cycles aussi dans la nature. Il n'y a pas des fruits tout le temps. Il y en a des moments où il n'y en a pas et c'est bien d'avoir du jambon tout le temps et des cochons tout le temps. Ça c'est le premier point. Et puis après il y a forcément un volet économique aussi. Si la filière maîtrise le maximum de sa chaîne alimentaire, elle maîtrisera mieux aussi sa chaîne de production et d'économie. Parce qu'il y a eu des fluctuations sur le prix des céréales et on a, vous citiez tout le problème autour de l'industrie du sucre, etc. Mais on a aussi autour des céréales des phénomènes de gestion des prix qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. On est dans la spéculation pure et dure et on a des cargaisons de céréales qui, entre le point de départ, le bateau, quand il part du lieu de production jusqu'au lieu d'arrivée, a changé 5, 6, 10 fois de propriétaire au gré des fluctuations des prix internationaux. D'où l'intérêt gustatif, qualitatif, bien sûr, mais aussi très économique, parce que le propre d'une filière, c'est aussi de faire vivre les hommes et les femmes qui produisent la qualité qui est produite ici et de pouvoir en vivre sereinement en maîtrisant le maximum de choses. Voilà un petit complément sur l'aspect complément alimentaire. Vous mettez l'accent sur un des aspects les plus douloureux et les plus problématiques de l'agriculture française. Et c'est d'ailleurs au franchissement du seuil de cette éthique alimentaire que l'on voit si une appellation d'origine. Et quand on a l'appellation d'origine, c'est qu'on justifie d'une certaine éthique et du respect de critères très précis sur les qualités alimentaires d'une filiale. Et c'est lorsque l'on franchit ce seuil que l'on sort évidemment parce qu'on est toujours tenté, quand on a un succès commercial, de répondre à la demande. Et la demande, elle est toujours mesurée par rapport à la capacité que l'on a de respecter ce qu'on appelle le cahier des charges, dont la partie d'aliment local inclus dans la procédure est le plus important et fondamental. C'est ça qui fait la différence avec le... Et aujourd'hui, on sort un petit peu là du critère porcin pour aller sur le terrain de l'élevage bovin en France qui vit une véritable tragédie. Il s'est produit la chose très simple, c'est qu'on a oublié, et Dieu sait si la France est un pays à patrimoine bovin et à production de viande absolument prestigieux, on a oublié que la vache était un mammifère vertébré qui se nourrissait d'herbes, qui faisait des veaux, qui donnait du lait, à partir de quoi on pouvait faire du fromage, et qu'une fois que cet animal avait rempli cette carrière laitière, on pouvait ensuite la transformer en viande et la consommer comme telle. L'élevage français a été confronté à un problème tragique, c'est que cette filiarisation aberrante, de dire il y a des races laitières, il y a des races à viande. C'est-à-dire qu'on a apporté un concept industriel à un élevage qui était un élevage agricole, avec les deux fonctions, donc la vraie race c'est la race mixte, comme ça c'est toujours produit. Donc on a décidé que le Grand Ouest, avec le bocage et les pâturages, serait destiné à la production laitière, et on a dit pour la production de viande, on va créer en gros 3 grandes zones, la zone Massif central avec la Limousine. On a inventé à l'INRA une monstruosité qui s'appelle la Blonde d'Aquitaine sur tout le Grand Sud-Ouest, qui est une machine à barbac. Et puis on a dit la Charolaise va aussi on va la transformer en machine à viande. La Limousine et la Charolaise sont au départ des vaches de trait. Alors comme on n'a pas de pâturage dans ces régions où on en a en beaucoup moindre qualité, on a dit c'est pas grave, et on nous l'a expliqué, puisqu'il n'y a plus d'herbe, on va quand même faire de la matière grasse, parce que sans matière grasse, il n'y a pas de viande. Et puisqu'on n'a plus d'herbage disponible destiné à l'industrie laitière, on va donner de la céréale. Et là, on a été confronté à un problème, c'est que les éleveurs bovins qui nourrissaient avec des céréales avaient à un moment donné accès
aux produits céréaliers à un tarif acceptable, que les céréales à un moment donné ont flambé, qu'il a fallu continuer à produire de la viande. Certains d'ailleurs se sont même convertis à la céréale en disant pourquoi est-ce que je nuis à mon activité, j'ai qu'à laisser tomber la production de viande et je vais passer dans la céréale directement puisque c'est ce qui se vend le mieux. Et d'autres qui étaient contraints de continuer à leur élevage parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se reconvertir dans la production de céréales, ont dit il faut changer d'aliment. Et là il y a des gens gentils qui leur ont dit mais c'est pas compliqué, vous ne pouvez plus payer la céréale, mais on va vous donner du tourteau de soja pour remplacer le maïs et le blé, ou alors vous allez vous mettre en ensilage, et ce tourteau de soja va venir du Brésil et d'Argentine en grande quantité, et c'est du tourteau de soja OGM. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes confrontés, dans un pays où la tradition d'élevage bovin était un des fleurons de l'agriculture française, vous ne trouvez plus aujourd'hui en France de viande de bonne qualité, de haute qualité. Vous avez de la viande d'importation, vous avez de la viande en France qui est de l'élevage laitier recyclé à la va-vite, regrossi au tourteau de soja. 90% aujourd'hui des viandes que vous consommez dans le commerce sont nourries au tourteau de soja. Et c'est souvent des élevages laitiers qui sont reconvertis à la fin de leur carrière. Mais la vraie viande, telle que nous la connaissons ici, telle qu'on l'a connue avec la Gasconne, avec la Bazadaise, avec la Béarnaise, toutes ces races sont en train de disparaître. Les éleveurs qui sont à la tête ont soit changé d'activité, soit déposé le bilan quand ils ne se sont pas pendus. Et on est aujourd'hui confronté à une réalité. Le consommateur n'a plus le choix. Le système a été fait ainsi, de telle façon qu'aujourd'hui, c'est l'alimentation du réseau bovin. Et on espère que, évidemment, il y aura un sursaut de la part des autres producteurs. La qualité de l'alimentation, aujourd'hui, fait que nous sommes dans un système de malbouffe à cause de ça. Voilà. On s'écarte de la destinée première d'un animal qui est d'une nourriture naturelle à l'herbe, au pâturage. Bien sûr, il y a des compléments. Ensuite, on passe à les céréales et quand on peut plus avoir de céréales, on passe au tourteau de soja, au CEGM. On voit bien qui s'enrichit au passage, quelles sont les coopératives agricoles qui s'enrichissent et quels sont les importateurs qui font, eux, du mauvais gras sur le dos du consommateur. Une dernière question. Ah tiens Michel, il y avait tout à l'heure la question sur l'alimentation. Peut-être on n'a été pas très précis, nous autres. Quel est le travail très précisément qui est fait sur l'alimentation, les compléments alimentaires sur la filière quintois? Egunona, d'abord que l'herbe a une part très importante dans l'alimentation. On a étudié à peu près à 1,5 kg, 2 kg d'herbe consommée par jour. C'est pour ça qu'on a baissé les chargements. En 14 ans, on a baissé de moitié les chargements des cochons dans les parcours, justement pour privilégier l'herbe. Et au-delà de ça, un travail important est réalisé avec nos partenaires fabricants d'aliments pour privilégier l'alimentation de la zone, les céréales de la zone, du blé, de l'orge, du maïs. Tout ça, ce sont des céréales et des protéines tracées. Des céréales tracées. Donc la totalité des céréales sont tracées et proviennent de la zone, de la petite. Bon, c'est quand même une petite zone. On a la chance d'avoir au nord de la zone une zone plus favorable aux céréales. Et donc aujourd'hui, depuis 4 ans, les céréales sont tracées de la zone. Voilà. Et on limite dans notre alimentation à 2,5 kg la part de céréales apportée. Mais bon, comme c'est pas un ruminant, il faut quand même qu'il pousse. Il pousse doucement, mais il faut l'aider, en plus de l'herbe et des fruits de saison. Merci Michel. Quand tu dis herbe, tu parles de la flore globale. Oui, dans son ensemble. Ok, on ne va pas prendre trop de retard. En tout cas, merci aux intervenants. On espère que ce travail scientifique sur la qualité du gras du quintois, c'était explicite. Très explicite, sera compris, en tout cas, par les consommateurs. C'est important. Et puis qu'il aidera aussi, j'espère, la réflexion plus nationale autour de toutes ces questions sur la souveraineté alimentaire, entre autres, qui sont complètement d'actualité ces jours-ci. On en parlait encore hier soir avec les uns et les autres. En tout cas, merci. Je sais qu'il y a quelques documents si certains sont intéressés. Et merci Delphine, merci Perico Légas d'avoir participé à cette table ronde. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième table ronde.